Et si les fondations même de notre univers suivaient un code mathématique secret? C'est l'idée assez folle que propose un article scientifique récent, une sorte de signature numérique liée au très célèbre nombre d'or qui pourrait bien être la clé de l'architecture de la matière. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Pour commencer, il faut parler d'un des plus grands mystères de la physique actuelle. Une énigme qui turlupine les scientifiques depuis des dizaines d'années. Pourquoi les particules élémentaires sont-elles organisées d'une façon si particulière? Alors voilà ce que nous dit notre meilleure théorie, le modèle standard. Toute la matière qu'on connaît, absolument tout, est faite de particules qui viennent en 3 familles. On appelle ça des générations. Et le truc, c'est que chaque génération est juste une copie de la précédente, mais en beaucoup, beaucoup plus lourde. C'est un peu comme si on avait l'électron, son grand frère un peu plus costaud, le muon, et enfin le poids lourd de la famille, le tau. Et c'est pareil pour les quarks. Et c'est là que le bas de blesse. Pourquoi 3? Pourquoi cette répétition? Pourquoi pas une seule famille de particules? Ou 4? Ou même une infinité? Aujourd'hui, la physique n'a tout simplement pas de réponse. Et c'est précisément ce mystère qui est notre point de départ. L'article qu'on analyse aujourd'hui prend le problème sous un angle complètement différent. Il suggère que la réponse n'est pas dans une nouvelle expérience à plusieurs milliards, mais qu'elle est déjà là, sous nos yeux, cachée dans les chiffres qu'on a déjà. L'idée principale, c'est celle-ci. Et si chaque étage de la matière avait sa propre signature numérique? Pas sa masse, non, quelque chose de plus fondamental. Un genre de code lié à sa forme, à sa géométrie intime. Les auteurs appellent ça un nombre quantique topologique. Et c'est ce chiffre caché qui va nous servir de fil d'Ariane. Et donc voici les fameuses valeurs calculées dans l'article. Pour la première génération, on a 41,80. Pour la deuxième, ça monte à 177,07. Et pour la troisième, on arrive à 750,07. Bon, comme ça, brut de décoffrage, ces chiffres ne sont pas très parlants. Mais c'est quand on commence à regarder le rapport entre eux que ça devient vraiment, vraiment curieux. Ok, allons-y, sortons la calculatrice. Que se passe-t-il si on divise la valeur du deuxième étage par celle du premier? On obtient ce nombre, 4,2366. Un chiffre très précis. Bon, à ce stade, on pourrait se dire « Ok, c'est une coïncidence ». Alors, pour en avoir le cœur net, il faut faire le test suivant. Si ce n'est pas un hasard, on devrait trouver exactement la même chose entre le troisième et le deuxième étage. C'est le moment de vérité. Et le résultat tombe. C'est le même nombre, à une précision assez dingue. Là, ce n'est plus une coïncidence. C'est une constante, une sorte de facteur d'échelle fondamental qui sépare chaque génération de matière. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nombre, 4,236? Eh bien, ce n'est pas n'importe quel nombre. C'est le fameux nombre d'or, phi, celui qu'on voit partout dans la nature, élevé à la puissance 3, phi au cube. Et là, c'est le moment eureka de l'article. D'un seul coup, on a un pont jeté entre la physique des particules, le plus petit de l'infiniment petit, et une des constantes mathématiques les plus iconiques qui soit. Mais ce n'est pas juste une jolie curiosité mathématique. C'est là que l'article devient vraiment audacieux. Parce que d'après les auteurs, ce nombre, ce n'est pas un hasard, c'est une signature. C'est la pièce manquante d'un puzzle qui permettrait de relier 2 théories de l'univers, 2 théories très spéculatives et qui semblaient jusqu'ici n'avoir aucun rapport. D'un côté, on a le modèle Janus. En gros, il imagine un univers double, comme 2 faces d'une même pièce. Et de l'autre, on a la géométrie de la trame, qui suggère que notre réalité n'est que l'ombre d'un monde plus vaste à 5 dimensions, avec une forme de tore, un peu comme un donut. Jusqu'à maintenant, c'était 2 idées fascinantes, mais qui vivaient leur vie, chacune de leur côté, sans preuve tangible. Et voilà le cœur de l'argument. Ce facteur phi au cube, ce serait la preuve mathématique, la signature quantitative qui montre que ces 2 modèles ne sont pas en compétition. En fait, ils décriraient la même réalité, mais vue sous des angles différents. Le modèle Janus ne serait que la projection, dans notre monde à 4 dimensions, de cette réalité plus profonde à 5 dimensions qu'est la trame. D'accord, mais si ces modèles sont connectés, ça ouvre une question encore plus fondamentale. D'où vient cet ordre? Quelle est la source de toute cette belle architecture mathématique? Pour y répondre, la théorie nous emmène encore plus loin, à l'origine même de la réalité. Alors là, accrochez-vous, le concept le plus abstrait est celui de l'immobilité absolue. Il ne faut pas imaginer un objet, mais un point de référence ultime. Un pivot parfaitement immobile qui existerait avant l'espace et le temps. Ce n'est pas un truc dans notre univers, c'est la condition primordiale pour que l'univers et toute sa géométrie puissent émerger. On a donc une sorte de cascade de la réalité. Tout part de ce point originel, l'immobilité absolue.
De ce point naît la géométrie complexe à 5 dimensions de la trame. Cette géométrie se projette ensuite pour donner notre univers à 4 dimensions, celui que Janus décrit, et tout au bout de la chaîne, ce que nous, on observe, ce qu'on mesure avec nos instruments, le modèle standard, n'est que la conséquence visible de toute cette architecture cachée. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Toute cette construction, aussi belle soit-elle, ça pourrait n'être que de la philosophie. Mais non. Le plus fort, c'est qu'elle peut être testée, concrètement. Et c'est ça qui rend cette théorie si puissante. Elle fait une prédiction audacieuse qu'on peut vérifier ou réfuter. Et pas dans 50 ans, non, potentiellement dans les mois qui viennent, avec une seule expérience bien précise. La théorie prédit plusieurs choses, comme une possible 4e génération de particules ou une asymétrie de plus en plus grande entre matière et antimatière. Mais le test le plus direct, le plus simple, concerne la vibration d'une molécule qu'on connaît très bien, l'eau lourde. Regardez ce graphique. Il montre à quel point le test est un qui tout double. La théorie de la trame prédit que l'eau lourde doit vibrer à très exactement 101,4 Hz. Les autres théories, elles, prédisent des valeurs beaucoup plus élevées, autour de 400 ou 500 Hz. L'écart est juste énorme. Il suffit d'une seule mesure en laboratoire pour savoir qui a raison. Soit la théorie s'effondre, soit elle reçoit une validation spectaculaire. Pour conclure, je vais juste laisser cette citation de l'article faire son chemin. Elle résume tout. Si les expériences confirment ces prédictions, alors ce n'est plus juste une hypothèse, ce serait une véritable fenêtre ouverte sur l'architecture cachée, l'harmonie mathématique profonde et totalement inattendue de notre réalité.